Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous. Nous nous retrouvons sur UC2M News spécial confinement, je devrais dire avec plaisir. En tout cas, nous avons bien sûr la nécessité d'avancer ensemble dans cette crise sanitaire exceptionnelle. Donc nous reprenons, si vous le voulez bien, nous reprenons notre dialogue jamais interrompu sous la forme donc d'émissions hebdomadaires de 55 minutes que nous ferons ensemble à partir de ce nouveau confinement annoncé par le président de la République et le gouvernement pour le mois qui vient, pour le mois d'avril, pour le mois dans lequel nous sommes. Nous commençons par les débuts avec nos deux coprésidents de l'Université du Change Management en médecine. À gauche, Dominique Meille. Bonjour Dominique. Et le professeur Jean Sibilla. Dominique Meille, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes donc le co-président de l'Université du Change Management en médecine. Vous êtes aussi ancien directeur général de la Haute Autorité de Santé. Vous êtes le président de l'Agence nationale d'appui à la performance. Jean Sibilla, vous êtes professeur de médecine à Strasbourg, au CHU de Strasbourg, dont vous êtes d'ailleurs également le doyen. Dominique Meigne et Jean Sibilla, nous voulons parler de l'organisation de la riposte hospitalière à la crise du Covid, mais en réalité, au fond, nos travaux sont bien ceux de la décision, comment on prend des décisions en médecine. Un petit mot peut-être pour introduire à celles et ceux qui nous regardent notre réunion. Jean-Dominique. Si je dois commencer, moi je dirais que la question sous-jacente là, de la décision, elle est quand même pour beaucoup aujourd'hui connoté par ce qu'on peut appeler une sorte d'explosion de la parole médicale dans les médias et dans notre univers du quotidien. Hein. On ne se réveille pas le matin sans avoir un infectiologue dans une chaîne. On aura fait le tour de tous les infectiologues français. Le grand public a découvert les épidémiologistes qui étaient quand même une denrée plutôt spécialisée dans les colloques et pas tellement sur la prise de parole générale. Et on a même aujourd'hui les polémistes, qui sont parfois d'anciens syndicalistes médicaux et qui prolifèrent notamment sur les chaînes qui sont dans la conflictualisation de tout. Vous voyez ce à quoi je peux faire référence. Donc on a cette parole hyper segmentée. On voit bien, et je sais que Karine Lacombe participe à cette émission, on voit bien que beaucoup d'entre vous prenez vos distances avec cette plateforme médiatique qui est surexposante et certainement qui laissera des traces. Même si ça n'a pas de lien, je fais quand même, sinon une corrélation, tout au moins un rapport avec le résultat ahurissant par son niveau d'absentéisme des élections professionnelles dans les professions de santé, puisque, semble-t-il, aujourd'hui, on est à moins de 25% de participation aux élections des URPS. Alors, ça n'a pas de lien, mais en même temps, ça participe aussi certainement à une forme d'évolution de la sociologie des professions de santé et aussi à une perte de confiance dans les organisations qui les représentent. Bon, après c'est devenu l'antienne de la crise de l'hôpital. La crise de l'hôpital, c'est la clé de lecture de toute la crise et le marqueur des limites de notre système de santé. On sait bien que c'est plus compliqué, plus multifactoriel, mais ça restera certainement un étalon, une sorte de maître étalon ou de règle d'or qui va s'incruster assez durablement
à la fois dans le paysage journalistique et certainement aussi dans l'agenda public. Donc c'est à la fois l'hôpital du côté de ce que sont les réponses et également ce contexte extraordinairement marqué par une forme d'acculturation à la parole, sinon à la science médicale. La S'il me science reste un mot, moi je médicale, dirais c'est à titre peut-être même de perception personnelle, je dirais qu'aussi on redécouvre au travers de la crise l'aventure collective de la grande aventure vaccinale, qui est un retour aussi à ce qui fait le lien social qu'on avait oublié. Que peut-être les pouvoirs publics ont sous-estimé et n'ont pas vu venir en étant trop marqués par les signaux des anti-vaccins. On redécouvre une société solidaire, une société qui est contente de se retrouver dans des grands vaccinodromes qui sont à puissance 100 de ce qu'étaient les dispensaires de la médecine sociale du XXe siècle. Mais il y a eu moi j'y étais, j'ai vu les articles dans la presse. Les gens sont contents à la fois d'être vaccinés, mais en même temps sont contents aussi de participer à une œuvre collective. Ça aussi, c'est une dimension de la crise. Il ne faut pas l'oublier. Il y a du lien social qui est en train de se refabriquer, et c'est pas comme ça qu'on l'avait prévu. Alors, quelques jalons, effectivement, pour notre émission de 55 minutes. Jean Sibilia, on parle à la fois d'aventure collective, mais également de science dans cette affaire. Un petit mot, un tout petit mot, Jean Sibilia, très bref, d'introduction avant que je vous présente nos invités. Voilà, on a beaucoup d'invités aujourd'hui et je les remercie d'être là. Merci à tous les quatre d'être là. Moi, je dirais juste 2 mots très brefs. On a fait une preuve de concept du travail interdisciplinaire en action de crise, ce qu'on n'avait jamais fait. On a été finalement forcé par les circonstances à travailler ensemble. Et quand je dis interdisciplinaire, c'est pas qu'au sens du soignant de la santé, mais c'est avec nos administrations. On a dû faire avec les administrations locales de terrain, les régionales et les nationales. Et Dieu sait que c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, pour être en contrepoint, et Dieu sait que je suis optimiste, hein, Dominique, mais je dirais quand même qu'aujourd'hui, on est en train de gérer une fin de crise, je l'espère, fin de crise, on y reviendra, avec une forme de lassitude et d'irritabilité quand même, en tout cas dans les établissements. Hein. Peut-être pas dans les vaccinodromes, mais dans les établissements. Et mon directeur que j'aime beaucoup, Michael qui est là, on pourrait en témoigner, les relations difficiles avec les étudiants, les internes, les collègues en cellule de crise permanente. Donc on est quand même face à quelque chose qui est de l'ordre de la lassitude, de la fatigue et de l'irritabilité. Il faut le gérer. C'est aussi une preuve de concept original. On l'avait jamais fait. Eh bien, je crois qu'on va voir tout cela donc avec nos invités. Je vous les présente. Le professeur Karine Lacombe. Bonjour Karine Lacombe, vous êtes infectiologue à l'hôpital CHU Saint-Antoine de Paris. On vous connaît bien, les téléspectateurs vous connaissent bien, effectivement, vous intervenez souvent sur ces questions, mais surtout vous travaillez évidemment dans votre hôpital dans la lutte contre le Covid. Le professeur Jean-Daniel Lelièvre, bonjour Jean-Daniel Lelièvre, vous êtes immunologiste, bonjour. Vous êtes en Henri Mondor. Nos téléspectateurs évidemment connaissent le CHU Henri Mondor. Philippe El-Saïr, vous êtes le directeur général, assez nouveau directeur général du CHU de Nantes. Vous avez été, Philippe El-Saïr, assez médiatisé il y a assez peu de temps. Vous avez fait partie de l'équipe du Premier ministre. Ah non, il n'était pas encore Premier ministre. De Jean Castex, qui était Monsieur Déconfinement. C'est cela ? Absolument. Voilà. Et Michael Galli, vous êtes le nouveau. Hein. Alors déjà, Jean Sibilia vous aime bien, mais c'est peut-être parce que vous êtes nouveau. Hein. Vous êtes le nouveau directeur général du CHU de Strasbourg. Et vous étiez avant, vous dirigiez le CHU de Saint-Étienne. C'est bien. Alors, ça. Bonsoir. La situation dans les établissements, c'est introduit, cette question est introduite par Jean Sibilia, Jean-Daniel Lelièvre, Karine Lacombe, Jean Sibilia également. La situation dans vos établissements, est-ce que l'on peut peut-être faire un premier état des lieux, d'abord dans vos régions, mais également dans vos services, dans vos établissements, voilà, pour savoir d'où on part. Peut-être Karine Lacombe d'abord. L'état des lieux de la situation. Oui. Alors,
l'état des lieux dans mon établissement, alors je vais surtout parler de Sorbonne Université, puisque mon hôpital fait partie d'un grand groupe hospitalier qui est plutôt situé dans le centre de Paris. Donc ça fait plusieurs semaines, je devrais dire maintenant plusieurs mois, qu'on est en première ligne contre la Covid-19. Parce que vous savez que Paris et la région parisienne ont été très affectés dès la première vague. Et puis on a eu la deuxième vague et maintenant la troisième. De par sa densité de population, l'Île-de-France est actuellement l'une des zones les plus impactées. Alors c'est vrai qu'on a aussi une capacité hospitalière qui est relativement importante par rapport à d'autres régions de France, mais malgré tout, on est dans un niveau proche de la saturation. Si on était resté à un capacitaire constant, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en hospitalisation en soins critiques, donc il a fallu, comme on a fait lors de la première vague, se réinventer, innover. Et évidemment, ça se fait dans la douleur, puisque pour créer des lits, enfin plutôt pour libérer des lits d'hospitalisation de façon à pouvoir prendre en charge les patients affectés par la Covid-19, eh bien, il faut déprogrammer de l'hospitalisation traditionnelle, de la chirurgie, on va dire, réglée. Et en gros, on a pour la chirurgie du déprogrammé actuellement 80% des actes chirurgicaux, et pour la médecine conventionnelle, eh bien, on a converti des secteurs de médecine qui n'avaient rien à voir avec l'infectiologie, par exemple la rhumatologie. À Saint-Antoine, l'intégralité du service de rhumatologie est tournée vers la Covid-19, tandis que mon service propre, donc de maladies infectieuses, qui a accueilli des patients Covid tout au long de cette année, eh bien, est repassé à 80% en Covid. Alors évidemment, ça nécessite un gros investissement en personnel, en particulier en personnel paramédical. Oui, pour assurer le déconfinement, pour prévenir les gens, pour leur expliquer, c'est ça. Alors, votre service, vous allez peut-être nous repréciser ça, notamment avec Jean-Daniel Lelièvre. Je pense que Jean Sibilia nous dira ce qu'il pense des déprogrammations en rhumatologie. Pour autant, donc, dans votre service, les malades, les types de malades que vous avez, est-ce qu'ils sont en train de changer? Brossez-nous un petit peu tous les deux, notamment les deux médecins qui sont là, les évolutions dans le court terme. Est-ce que ça vient très vite ou est-ce que dans le fond, tout ça monte, on le sait, mais est-ce que c'est plutôt étape par étape ou est-ce que vous êtes vraiment confronté à une évolution non attendue, extrêmement brutale? Dites-nous un peu comment vous vivez ça, c'était un peu notre question. Alors, j'invite également tous nos téléspectateurs et téléspectatrices dans cette émission en direct de nous poser des questions. Ils peuvent le faire par chat et nous prendrons toutes ces questions à différents moments de notre émission. Alors, peut-être Karine Lacomba encore sur les types de malades, les types d'infections. Vous savez, on parle beaucoup des variants. Oui. Oui, très rapidement. Enfin, effectivement, ça ne monte pas aussi vite que l'année dernière lors de la première vague, puisque de toute façon, on était dans un étiage. Si on reprend un peu une symbolique maritime, on était déjà à un étiage assez élevé dès le mois de décembre. Donc, on est resté à un niveau très élevé d'infection et donc une augmentation, je dirais, progressive, pas brutale, mais constante du nombre de patients qui arrivent en hospitalisation conventionnelle et en secteur de soins critiques, avec des patients qui sont plus jeunes, puisque fort heureusement, une grande partie de la population de plus de 70 ans a été vaccinée. Donc on a des patients qui sont plus jeunes, qui ont moins de comorbidités que lors de la première vague. En particulier, même si l'obésité reste un facteur de risque important, on a des personnes qui ont très léger surpoids, et pas forcément d'autres comorbidités associées, un peu plus de femmes. Et je dirais que ces personnes-là, qui ont une meilleure condition physique que les personnes âgées de la première vague, restent plus longtemps en soins critiques, ce qui participe aussi à l'embouteillage des soins critiques, donc des lits qui sont libérés moins vite. Oui, Karine Lacombe, c'était ma question, c'est-à-dire qu'en réalité, on dit qu'il y a de plus en plus de jeunes, mais est-ce qu'ils viennent dans des services de médecine, des services d'infectiologie comme le vôtre, ou est-ce qu'ils sont en réanimation ou en soins intensifs, ce qui est quand même assez différent, vous en conviendrez? Oui, bien sûr. Alors en réanimation également, la moyenne d'âge a baissé de 3 ans. Alors vous allez me dire 3 ans, c'est pas beaucoup, mais la médiane, ce qui veut dire que 50% des personnes hospitalisées en réanimation ont moins de 60 ans.
Donc c'est vraiment, et ça peut aller de 30 ans, 20, 30 ans à 60 ans. La moitié des personnes de réanimation. Donc vous voyez que on est dans des âges assez jeunes. Ça, c'est l'histoire du variant, parce que finalement, avant, il y a Oui, quelques mois, on ne pensait pas que ça oui, oui. toucherait les Alors jeunes. on attribue une grande part du changement du phénotype des personnes hospitalisées au fait que le variant, qui est beaucoup plus contagieux, touche des populations plus jeunes, et que ce variant également serait responsable d'infections plus sévères. Donc c'est la conjonction des deux. Un variant qui est beaucoup plus contagieux, qui se réplique plus et qui entraîne des pathologies plus sévères. Mais ceci dit, on ne découvre rien. Enfin, je veux dire, on découvre rien. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu au Royaume-Uni au mois de décembre. Ce que les Anglais nous ont enseigné, c'est exactement ce qu'on voit maintenant. Professeur Lelièvre, le commentaire sur les mêmes questions, les techniques de prise en charge, les types d'infections, les types de malades dans votre service. Les types de... Oui, les types de malades sont ceux dont nous a parlé Karine Lacombe, exactement les mêmes, des gens plus jeunes qui sont présents. Alors, est-ce que c'est la conséquence de la vaccination? Sans doute, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, la répartition entre les différents classes d'âge est toujours là, mais les gens de plus en plus jeunes sont hospitalisés. Alors, nous, c'est un petit peu différent. La perception qu'on a, c'est des gens qui restent moins longtemps à l'hôpital parce que justement, ils sont plus jeunes, ils récupèrent quand même assez vite, y compris en réanimation. Donc, on n'a pas cette explosion attendue. On a une augmentation progressive et malheureusement de plus en plus de lits qui sont dédiés au Covid au sein des hôpitaux, mais ça n'a pas eu cet impact aussi important qu'on a eu l'année dernière, parce qu'on a un turnover très important des patients, beaucoup de patients qui rentrent, beaucoup de patients qui sortent, y compris en réanimation, ce qui fait une surcharge importante pour les soignants, qui n'est pas seulement... C'est plutôt bien ça quand même d'avoir des patients qui rentrent, mais Oui, aussi que vous arrivez à faire sortir. oui, en soi, c'est une bonne chose, mais c'est une surcharge pour le système hospitalier qui est assez conséquente. Oui, c'est une bonne chose que les patients restent pas très longtemps, mais si vous voulez, la simple comptabilité et de patients présents ne reflète pas la surcharge de travail qui est actuellement importante. En termes de prise en charge, évidemment, la prise en charge s'est améliorée au cours du temps, même si le nombre de molécules qu'on a qui sont actives contre le SARS-CoV-2 est relativement peu important. C'est-à-dire qu'en dehors des corticoïdes, de deux, trois autres médicaments, notamment un médicament qu'on appelle le tocilizumab, qui est un anti-IL-6, on a assez peu de médicaments, mais il semble que l'utilisation assez large des corticoïdes a profondément modifié la prise en charge de ces patients. Et puis, chose importante dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard, c'est qu'on a comparativement beaucoup moins de patients en hospitalisation complète par rapport à ceux qui sont en réanimation. Pourquoi? Parce que une grande partie des patients sont pris en charge maintenant par les médecins de ville, et ils le sont très bien par les médecins de ville. Et donc, souvent, ils arrivent à un stade où ils n'ont plus besoin d'hospitalisation classique, mais de réanimation. Et donc, on a eu une montée en charge très importante de la réanimation, et je dirais beaucoup plus lente de l'hospitalisation classique. Alors, je voulais, et puis on va demander au directeur d'établissement de nous donner également des éléments de réponse, et on va essayer de répondre aussi peut-être déjà à une ou deux questions de nos téléspectateurs. Vos services, les deux, nous vous connaissons aussi parce que vous êtes des spécialistes, l'un immunologiste plutôt, l'autre, je crois, infectiologue du VIH. Et, alors, est-ce que vous arrivez quand même à suivre vos malades atteints de VIH? Question assez controversante. Alors, on arrive oui, on arrive à suivre nos patients, mais on a tous expérimenté, je pense que c'est la même chose pour Karine, des cas qui n'ont pu être suivis durant le premier confinement, certains qui étaient à l'étranger, qui n'ont pu rentrer, qui n'ont pu avoir accès à leur traitement, des gens qui n'ont pas été dépistés parce qu'ils n'avaient pas accès au centre de dépistage, parce qu'ils ne voulaient pas venir à l'hôpital. Et donc, on a vu des gens arriver dans des situations assez catastrophiques,
par manque de prise en charge régulière et telle qu'elle était planifiée avant la survenue de cette épidémie. Donc, ce qu'on a pu connaître dans d'autres disciplines, et notamment en oncologie ou en cardiologie, pour ce qui a causé le plus de problèmes, on l'a vu également pour la prise en charge des patients VIH. Peut-être Karine Lacombe, puis j'aimerais peut-être que Jean Sibilia donne peut-être sa position dans son établissement, enfin en tout cas dans son service. Donc je disais, Karine Lacombe, que vous êtes également une spécialiste de la prise en charge du VIH. Est-ce que vous arrivez à suivre vos malades? Oui, alors, évidemment, à l'occasion du premier confinement, ça a été très compliqué parce qu'on a brutalement arrêté toutes les consultations et on n'a pas forcément remis en place immédiatement les consultations virtuelles par manque de temps, puisque tous les praticiens étaient occupés à gérer le Covid. On avait quand même gardé un secteur d'ambulatoire pour les cas les plus graves, ainsi qu'un petit secteur d'hospitalisation pour tous les patients qui arrivaient avec des infections opportunistes évoluées. On a ensuite pu remettre en place, avec une grosse mobilisation du secteur ambulatoire, un suivi au moins virtuel des patients qu'on n'avait pas pu voir à cette époque-là. Je dois tout de même reconnaître que certains patients ont été en rupture de traitement pendant plusieurs mois, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à nous en France, mais exactement comme vient de le dire Jean-Daniel, parce que ces patients se sont retrouvés bloqués à l'étranger pendant plusieurs mois, donc sans possibilité de renouveler leur traitement. Et certains sont arrivés dans des situations catastrophiques avec des infections opportunistes, alors que ça faisait des années qu'ils étaient contrôlés sur le plan du VIH. Donc une situation évidemment dégradée. Je dois reconnaître qu'on a eu également moins de dépistage de nouvelles infections VIH. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a eu moins de primo-infections du fait de la diminution des risques, des situations à risque de contracter le VIH, ou parce qu'il y a eu moins de dépistage? Parce qu'évidemment, l'offre de dépistage a également diminué. Les centres de dépistage ont fermé. Il y a eu moins de pratiques de dépistage de façon globale. Alors, vous imaginez bien que j'ai beaucoup de questions d'ailleurs qui arrivent. Je vais essayer d'en être le bon interprète qui nous sont adressées. Philippe El-Saïr, Michael Gali. Donc, comment ça se passe dans vos établissements de manière globale, dans vos hôpitaux, dans vos CHU? Alors, il y a plusieurs questions évidemment sur les déprogrammations. Comment vous les organisez? Est-ce que dans le fond, est-ce qu'elles font peser sur votre organisation et sur l'organisation hospitalière des risques importants? Également sur ces lits en réanimation, vous savez que le président de la République a dit qu'il fallait 10 000 lits. Est-ce que vous en êtes vraiment capable? Aurez-vous assez de soignants? Et puis, je vous interrogerai sur les relations entre vos CHU et également le secteur ambulatoire, la médecine de ville et également les cliniques. Michael Gali, peut-être en premier lieu, à Strasbourg. Vous étiez une région parfaitement... Ah, on ne vous entend pas, Michael Gali. On ne vous entend pas. Alors, peut-être voilà, qu'on va entendre... Michael Gali, oui. Oui, donc au CHU de Strasbourg, au moment où je vous parle, il y a 150 patients hospitalisés, un peu plus de 100 dans les unités conventionnelles et 50 dans les unités de réanimation. Ce que je peux indiquer, alors vous le savez, l'Alsace a été un territoire particulièrement touché par la première vague de la Covid. Et juste pour donner 2 ou 3 chiffres, le CHU de Strasbourg fonctionne en routine avec 90 lits de réanimation, et il avait dû passer en quelques jours entre la mi-mars et début avril 2020 à un peu plus de 200 lits fonctionnels, donc une capacité fois 2,5 en quelques jours seulement. À l'occasion de cette 3e vague, on est évidemment sur des données de prise en charge de patients Covid qui n'ont rien à voir quantitativement avec ce que l'Alsace a connu en première vague, mais avec la nécessité, et ça fait le lien avec une question sur la déprogrammation, avec une nécessité, à la différence de la première vague où l'hôpital, les hôpitaux s'étaient arrêtés autour du confinement pour se recentrer sur la Covid et sur l'urgence. Il y a eu bien évidemment, avec la 2e vague, puis la 3e vague, la nécessité de maintenir des flux d'activité programmés en dehors de la Covid.
Et donc à Strasbourg, au moment où je vous parle, nous avons donc une 50aine de patients en réanimation pour motif Covid et à peu près 70 patients pour des motifs non Covid, ce qui fait que nous sommes systématiquement, depuis plusieurs mois, au-delà de notre capacitaire traditionnel de réanimation. Alors cette question de la programmation ou de la déprogrammation, nous essayons de l'organiser en cellule de crise. Notre cellule de crise se réunit très régulièrement et nous prenons des orientations au fur et à mesure. Globalement, aujourd'hui, au CHU de Strasbourg, notre déprogrammation est de l'ordre de 40 à 50% de l'activité programmée. Elle peut être différente d'une spécialité à une autre. Elle s'appuie toujours, évidemment, indépendamment de grandes orientations que peut donner la cellule de crise, sur des analyses médicales prises collégialement au cas par cas. Peut-être complété par Philippe El-Saïr, ou CHU. Alors, on a un peu l'impression, mais c'est peut-être des clichés, qu'il y a évidemment comme les régions parisiennes, Île-de-France, strasbourgeoises, etc., ou les Hauts-de-France, on nous a d'ailleurs envoyé quelques données qui ne sont pas très réjouissantes dans la région de Lille. Mais peut-être on se dit qu'à Nantes, vous êtes un petit peu plus épargné et que c'est vous qui peut-être recevez les malades d'ailleurs. Est-ce que ça se passe comme ça ? Oui, c'est vrai. Je crois que globalement, la façade atlantique a été moins touchée dans cette crise. C'est une réalité depuis le début. Même si le département de la Loire-Atlantique est un peu plus touché que d'autres, mais le constat, il est tout à fait exact. Et si je compare, par exemple, par rapport aux chiffres que vient de citer Michael, nous, on est plutôt autour de 105, 110 patients, environ 80 patients hospitalisés en conventionnel et moins de 30 patients, 27, 28 patients en réanimation. Donc, on est un cran en dessous, ce qui permet de gérer les choses plus sereinement, c'est vrai, ce qui permet de gérer au plus près. Et ça a été notre souci dès le début de la deuxième vague, la déprogrammation, de façon à ne pas trop déprogrammer, justement, et à pouvoir soigner le plus possible l'ensemble des patients. Ce qu'on est arrivé à faire, d'ailleurs, il faut le dire, jusqu'il y a à peu près 8 jours, puisqu'on a recommencé à déprogrammer à hauteur d'à peu près 20% en chirurgie il y a à peine 8 jours. Donc, vous avez reçu des transferts, Philippe El-Saïr, vous avez reçu des malades en transfert, oui, d'où par exemple ? On a reçu pas mal de transferts de l'Île-de-France. On les reçoit de façon perlée et on est très heureux de pouvoir le faire. Oui, alors on nous a beaucoup écrit en préparant, en annonçant cette émission, on nous a beaucoup écrit en disant ça se passe peut-être mieux dans les grands établissements, dans les CHU et moins dans les établissements périphériques. Alors notamment, bon, les gens du Nord disent vous regardez toujours Lille ou Strasbourg, mais vous ne regardez pas Dunkerque ou on va dire Colmar, enfin encore que Colmar avait été particulièrement touché. L'un et l'autre, une réponse sur ce point et on passe à d'autres questions s'il vous plaît. Michael Gali. Le fonctionnement territorial dans le GHT Basse-Alsace-Une-Moselle, duquel le CHU de Strasbourg est établissement support, fonctionne plutôt bien. Alors, naturellement, la prise en charge des patients Covid depuis la première vague, elle s'est globalement massivement déroulée dans les hôpitaux publics et en particulier dans un certain nombre d'établissements support qui disposent de capacités évidemment plus importantes. Mais pour autant, ce qui fait la réussite quelque part d'une politique territoriale, c'est la bonne coordination des acteurs. Dans le GHT, encore une fois, dans lequel j'exerce, nous avons une cellule de coordination territoriale qui regroupe les établissements publics et privés qui disposent de capacités de soins critiques. Et cette cellule de coordination, elle a eu pour objectif soit de travailler sur les extensions additionnelles de capacités de soins critiques, sur la gestion coordonnée des déprogrammations, sur les transferts interétablissements, mais également sur la mise à disposition de compétences paramédicales. Par exemple, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, la clinique Saint-François à Haguenau met à disposition des infirmières d'anesthésie ou de réanimation pour les jours qui viennent au CHU de Strasbourg. Et donc, ce caractère
relativement agile de nos coopérations territoriales avec le secteur public, bien sûr, mais également avec les structures privées, est probablement aussi une leçon à tirer de cette crise Covid, parce qu'en potentialisant nos forces, nos moyens, notre réflexion, nous arrivons probablement à être toujours avec un temps d'avance. En tout cas, nous essayons d'avoir toujours un temps d'avance sur la progression de l'épidémie. Alors, je ne sais pas si Philippe El-Saïr veut dire un mot, mais est-ce que Jean Sibilia veut peut-être également intervenir à ce niveau, voire nous dire un petit peu ce qui se passe Un petit dans la commentaire. région? Je crois que tout a été dit sur la typologie des malades, l'évolution des hospitalisations, avec beaucoup plus proportionnellement de réanimation que d'hospi conventionnels. Et je crois que ça a été bien dit par Jean-Daniel, parce que les médecins traitants en soins de proximité en première ligne prennent en charge très correctement les patients, et ceux qui arrivent, ils basculent très vite en soins intensifs ou en réanimation. Donc ça, je pense que c'est un élément fondamental. Moi, je rajouterais juste un deuxième élément, c'est que ce qu'on n'a pas vécu pour l'instant, c'est la conjonction en fait de 3 vagues qui n'ont pas la même taille. On a la 3e vague, je n'aime pas l'appeler comme ça, mais il se fait qu'il y a une augmentation progressive quand même et très nette maintenant de l'épidémie un peu partout, même si ça reste très hétérogène. Mais la 2e vague, c'est quand même les malades chroniques qu'on a à en prendre en charge. Et ça, c'est pas qu'on les a négligés, mais il y a un décalage, une inertie. Et aujourd'hui, ils sont vraiment présents et ça entraîne une surcharge de travail dans tous les services de maladies chroniques, qui soient infectieux, en rhumato ou dans d'autres. Et on a une 3e vague qui s'amorce. On n'en a pas parlé, je voulais rajouter cet élément-là, moi qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est les post-Covid. Toute cette vague qui s'amorce de post-Covid, de gens qui viennent à l'hôpital et qui commencent à saturer nos consultations de maladies chroniques. Ils viennent pas forcément en infectiologie, mais ils viennent avec des symptômes divers et variés. Moi, je dois avoir, je sais pas, 30, 40 appels par semaine aujourd'hui de maladies compliquées, chroniques, inflammatoires, avec, et c'est mon dernier commentaire, une particularité qui m'inquiète, c'est que beaucoup de patients ayant une autre maladie sont taxés de post-Covid. En fait, là-dedans, il y a des scléroses en plaques, il y a des maladies inflammatoires chroniques, il y a des cancers, etc. Et en fait, dans l'entraînement d'un système de santé qui fonctionne pas optimalement, on met l'étiquette de post-Covid à plein de malades qui n'en sont pas. Même si, évidemment, les malades post-Covid existent. Donc là, le front, j'allais dire, Karine l'a dit, la marée monte un petit peu. Je ne sais pas si ça sera une grande marée, une petite marée, mais c'est un élément d'inquiétude et en plus un élément de surcharge de nos établissements, qui est un élément supplémentaire. Les ARS en ont saisi, il y a un plan d'action que la DGS et que les ARS ont lancé, mais il y a tout à organiser. Donc, intéressant d'échanger, on a peu de temps ce soir, mais ça m'aurait passionné d'échanger avec Karine et Jean-Daniel sur le sujet. Mais en tout cas, moi, dans une spécialité de maladies inflammatoires chroniques, je vois monter cette vague. Alors, est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle sera limitée? J'en sais rien, mais c'est un sujet. C'est un sujet. Ce qui est intéressant, c'est aussi que vous nous disiez que c'est assez nouveau finalement, tout est maintenant Covid, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et on se dit que c'est une atteinte post-Covid. Alors, on va parler un tout petit peu de vaccination, je reviendrai peut-être sur les relations, on a beaucoup de questions, je les remercie celles et ceux qui nous les posent, sur évidemment les relations publiques-privées, d'ailleurs en nous demandant de parler vrai, la vérité. Peut-être en nous disant d'ailleurs que c'est ce que l'on a appris de la première période où, dans le fond, il y avait quand même des murs entre les uns et les autres. On a quand même l'impression, là, cette fois, que vous travaillez plus ensemble. Enfin, il faudrait nous le confirmer. Sur la vaccination, peut-être, Karine Lacombe, alors beaucoup de questions, vous l'imaginez. Ne devrait-on pas pouvoir vacciner tout le monde en masse maintenant? Et Jean-Daniel Molièvre, pas limiter les vaccinations, les cibler. La question, c'est est-ce qu'il faut toujours prioriser, maintenir cette doctrine, ça semble une doctrine de priorisation des vaccinations. Beaucoup nous disent qu'il faudrait aller plus vite et plus globalement, je vous donnerai les questions. Quand raisonnablement, alors, et puis évidemment, excusez-moi, des questions sur, puisque vous êtes là, on vous demande à nouveau votre avis sur AstraZeneca et les thromboses. Il y a eu une annonce aujourd'hui. Alors peut-être, Jean-Daniel Lelièvre, sur AstraZeneca et thromboses, l'EMEA a fait une déclaration, en tout cas a donné un avis aujourd'hui. Quelques commentaires rapides. Alors, globalement, sur la vaccination, bon, c'est un domaine que je connais très bien, puisque moi, je suis expert à la Haute Autorité de Santé et que j'étais à l'origine de la quasi-totalité
des recommandations qui ont été faites par cet organisme sur les recommandations. La priorisation, c'est évident qu'il faut continuer à prioriser. On priorise des gens parce qu'ils sont à risque de faire des formes graves. C'est donc ça qui, à l'heure actuelle, est important à garder en tête. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner, mais il faut faire attention entre la facilité avec laquelle on a de vacciner et la possibilité qu'on a d'aller chercher des populations qui sont à risque. Et ça, c'est absolument indispensable. Moi, j'ai la particularité, contrairement... Je peux vous couper. Oui. Je peux vous Oui. couper pour qu'il y ait... On nous dit, on nous l'écrit, je voudrais vraiment avoir votre avis, dans d'autres pays, en Angleterre, etc., on nous dit qu'on priorise beaucoup moins et que ça va plus vite et que les résultats sont là. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais c'est pas vrai. Dans d'autres pays, ce qui s'est passé avec l'Angleterre, c'est différent, c'est la disponibilité des vaccins qui était complètement différente. On a priorisé parce qu'on n'avait pas les vaccins. Si on avait 60 millions de vaccins, on n'aurait pas priorisé et on aurait ouvert des vaccinodromes tout de suite. Ensuite, il faut qu'il y ait un impact. Il y a un impact vrai parce que vacciner des gens qui ne vont pas être malades, ça n'a pas un impact à l'heure actuelle. Et ce qui a été demandé à la Haute Autorité de Santé, c'est de faire une priorisation pour que c'est un impact direct sur les conséquences que faisait peser la Covid en termes de santé publique. Moi, j'ai une particularité, c'est que je travaille dans un hôpital de l'assistance publique, mais qui est en banlieue, qui est dans le 94, et je vis dans le 93. Et je connais très bien ce qui se passe dans le 93, j'habite à Saint-Denis, et la difficulté de trouver les populations à vacciner. Quand on a ouvert un centre de vaccination à Saint-Denis, je m'en suis beaucoup occupé avec le maire et avec le député de discuter de ces problématiques. Ce sont des gens extérieurs, des gens de l'Île-de-France, de Paris, qui sont venus se faire vacciner alors qu'on n'arrivait pas encore à vacciner l'ensemble des populations prioritaires. Donc, évidemment, c'est important d'ouvrir largement la vaccination à l'ensemble de la population, mais n'oublions pas les populations prioritaires, et celles-ci n'ont pas forcément accès à l'information médicale. Donc, il faut faire très attention à ne pas ouvrir comme ça à tout le monde tant qu'on n'a pas vacciner des populations qui sont cibles. Dans des grandes corps de patients comme des transplantés rénaux, on voit qu'on n'est pas arrivé à vacciner tous les transplantés rénaux, alors que quand ils sont infectés par la Covid, on a des taux de mortalité qui sont de 20, 25 à 30%. Donc vous voyez, il y a des priorités. Ensuite, je vais peut-être laisser parler mes collègues là-dessus, puis je pourrais peut-être dans un deuxième temps m'exprimer plus directement, si vous le souhaitez, sur AstraZeneca, sur lequel évidemment j'ai beaucoup de données. On va rester quelques minutes sur la vaccination, c'est vraiment un sujet, d'ailleurs Jean Sibilia également va peut-être intervenir. Karine Lacombe, sur la vaccination, est-ce que donc les multiples questions... Oui, sur la priorisation, Jean-Daniel a bien expliqué le contexte, tout l'enjeu, c'est que malheureusement, on est encore limité en termes d'accès à la vaccination à cause des quantités de vaccins qui ne sont pas celles que l'on voudrait. Donc en fait, actuellement, la situation dans laquelle on est, c'est que avec une quantité de vaccins qui est limitée, on va avoir le plus gros impact en termes de santé publique et donc on veut agir sur la morbimortalité. Donc évidemment, agir sur la morbimortalité, ça veut dire vacciner les personnes qui sont le plus à risque de développer des formes graves, d'arriver à l'hôpital et d'en décéder. Dans un deuxième temps, quand on aura assez de vaccins pour tout le monde, notre stratégie va changer et là, on voudra aussi avoir un impact sur la transmission, de façon à qu'il n'y ait plus d'infection du tout, pour diminuer le nombre d'arrêts maladie, le nombre l'absentéisme au travail, etc. Donc dans ce cas-là, évidemment, on vaccinera ceux qui ont moins de facteurs de risque de formes graves, mais qui sont les plus à même de contaminer. Karine Lacombe, vous avez toujours un discours assez franc, donc bien sûr, on comprend tout ça, nous sommes des professionnels de santé pour la plupart d'entre nous, mais pour autant, on voit bien quand même que le bilan de la vaccination en Europe, en France, c'est un peu poussif quand même. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que c'est pas tellement
c'est pas tellement du fait de la population, hein, des citoyens. On a beaucoup dit en novembre-décembre, oui, il y a une grande hésitation vaccinale en France, un historique de scepticisme vaccinal, et du coup, il faut surtout y aller doucement pour pas quelque part froisser la population et que les gens prennent peur. En fait, on voit bien que le fait que la denrée soit rare, bah, et a complètement incité tout le monde à se faire vacciner. Et effectivement, même ceux qui ne sont pas à risque maintenant veulent se faire vacciner. Alors bon, il y a eu un peu la douche froide avec l'AstraZeneca, mais je pense que Jean Daniel reviendra sur les raisons de ce retour d'un certain scepticisme vaccinal. Alors c'est même pas un scepticisme vaccinal, c'est plutôt je veux me faire vacciner, mais pas avec l'AstraZeneca. Donc on pourra revenir dessus. Après, je pense que les raisons du déploiement très lent de la campagne vaccinale, il n'est pas tellement allé chercher du côté des médecins, enfin pas des patients, mais des citoyens, voire du gouvernement. C'est vraiment un problème européen qui va nous pousser, enfin en tout cas pousser nos instances dirigeantes à réfléchir sur la façon de fonctionner au niveau européen en matière de santé et en matière de négociation dans des situations de crise. Alors, on parle un peu d'AstraZeneca, le temps passe avec Jean-Daniel Lelièvre, si Jean Sibilia veut intervenir, et on demandera aux deux directeurs généraux de CHU si les hospitaliers, médecins, soignants, personnel administratif de leurs établissements sont bien vaccinés ou se vaccinent. Ils ont quelques minutes pour réfléchir à leur réponse. Jean-Daniel Lelièvre sur AstraZeneca. Parce attends, je crois que... Pardon Jean-Daniel, mais juste un commentaire très bref sur la vaccination et les populations vaccinées. Je pense que c'est bien d'être très clair et d'être très transparent. Il y a une gestion de l'absence de vaccin dans une première étape, et Jean-Daniel l'a très bien décrit. Je crois qu'il faut le dire, il y a une priorisation nécessaire. Je voulais juste faire un commentaire sur la deuxième phase, qui sera une deuxième forme de priorisation, parce qu'il ne faut pas rêver, on n'aura pas vacciné toute la France en août et en septembre. Moi j'ai une vraie inquiétude, enfin une inquiétude, qui n'est pas une inquiétude mais qui est un souhait, c'est qu'on puisse vacciner aussi les gens qui sont vecteurs, c'est-à-dire les gens d'interface, les gens qui voient beaucoup de monde. Je pense à la rentrée étudiante, la rentrée étudiante de septembre. C'est une vraie question qui va se poser. Ça a été un capharnaüm dans les universités depuis 2 ans. On ne peut pas s'autoriser une troisième rentrée comme ça. Donc il y a une vraie question, moi j'aimerais qu'elle soit abordée, c'est va-t-on vacciner les étudiants dans les universités, car c'est un milieu avec peu de mesures barrières, même s'ils font des efforts, un milieu où ça bouge beaucoup, avec beaucoup de proximité, et en particulier à la rentrée. Donc il y a une vraie question qu'il faudra se poser pour les jeunes à la rentrée. Va-t-on vacciner massivement là où peut circuler le virus? Oui, alors notre spécialiste de la vaccination va nous répondre. Je rajoute une question à toutes celles que nous posons avec d'ailleurs tous nos téléspectateurs. Il y a une étude là récente qui vient de sortir de Pasteur et qui dit qu'il faut absolument se mettre à vacciner les jeunes et peut-être pour en tout cas avoir une immunité la plus large possible et évoque même la vaccination obligatoire. Vous avez vu ça, Jean-Daniel Lelièvre? Oui, alors, vous savez, il y a une phrase très célèbre d'un très beau film français qui s'appelle La règle du jeu de Jean Renoir, et dans lequel Jean Renoir dit le problème dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. Il y a énormément de groupes à vacciner, de groupes potentiels. Encore une fois, c'est quelque chose de très compliqué. Les données scientifiques avancent au cours du temps. On n'avait pas les données qu'on a à l'heure actuelle, par exemple, sur l'impact de la transmission sur les formes asymptomatiques. Dans la manière dont on devrait vacciner aussi demain, c'est de regarder les régions où l'incidence est la plus importante, les régions qui posent des problèmes sociaux. Moi, je vis à Saint-Denis, vous savez l'extrême pauvreté de cette ville et les difficultés sociales. Est-ce qu'il ne faut pas vacciner aussi sur des critères sociaux? Tout ceci va se poser. Mais tout ceci va se poser, encore une fois, quand on aura un petit peu plus de vaccins et qu'on aura déjà ciblé ces populations les plus importantes. Jean Sibilia faisait référence aux enseignants, aux étudiants, on parle aussi des enseignants, évidemment, dans les écoles et un certain nombre d'autres populations. Donc il y a énormément de questions qui sont présentes, mais pour y répondre, malheureusement, il faut avoir les vaccins, et on n'a pas eu les vaccins, je pense, parce qu'on n'a pas été capable, en Europe, de mener une politique vaccinale de développement des outils vaccinaux des firmes pharmaceutiques. Enfin,
quand on voit que BioNTech, qui était quand même une entreprise allemande et qui a été rachetée par les Américains, enfin, on doit se poser des questions demain, plus généralement, sur l'organisation de la recherche vaccinale en Europe. Alors ça tombe bien parce que la dernière partie de notre entretien, je vous avais prévenu, on voudrait avoir quelques réflexions un petit peu sur le moyen terme, l'avenir de l'infectiologie, de nos disciplines, etc. et comment il faut s'organiser. J'avais quand même 2 questions que je voulais poser à nos 2 directeurs généraux de CHU. Est-ce que vos personnels sont vaccinés? Vous l'êtes et vos personnels le sont? Michael Galli. Au niveau au niveau du CHU de Strasbourg, donc il y a une bonne adhésion vaccinale. Je regardais là les données à ce jour. On a à peu près 7000 professionnels qui ont eu une première dose de vaccin, ce qui représente un peu plus de 50% des effectifs du CHU. Globalement, un taux de vaccination de 60% chez les personnels médicaux, un peu plus de 60%. Un peu plus de 40% chez les personnels non médicaux et à l'intérieur des personnels non médicaux, un taux d'adhésion plus important chez les personnels infirmiers. Quand je dis taux d'adhésion, en réalité, il faut aussi être un petit peu nuancé, c'est-à-dire que comme les doses, enfin les livraisons de vaccins sont arrivées progressivement, nous avons eu vraiment une stratégie qui a eu pour objectif de proposer en effet d'abord aux professionnels soignants de se faire vacciner et ensuite lorsqu'on a pu étendre la vaccination, de proposer à l'ensemble des services dits première ligne. Donc on a aujourd'hui des chiffres qui traduisent aussi la politique vaccinale. Simplement une donnée qui est rassurante sur la poursuite de cette adhésion vaccinale. Nous avons ouvert sur les derniers jours, compte tenu des livraisons de vaccins qui nous ont été annoncées, un peu plus de 1000 créneaux supplémentaires de vaccination pour la semaine prochaine. Et en quelques heures, quelques jours, ces 1000 créneaux ont été remplis. Et à Nantes, est-ce qu'on se vaccine, Philippe El-Saïr? Et alors, je fais une dernière, j'en rajoute une. Est-ce que le spécialiste du déconfinement que vous avez été, puisque vous avez fait partie de l'équipe, je le disais en introduction de Jean Castex, quel jugement porte-t-il maintenant sur la politique de confinement? C'est une question un peu vache. Sur la vaccination, oui, je confirme, il y a une très bonne adhésion à la vaccination. D'ailleurs, moi, je trouve ça a été dit, il y a une très bonne adhésion globale. Et sur les personnels, on est autour de 60% de vaccination et on voit bien que le facteur limitant, c'est les doses, c'est la disponibilité du vaccin. Mais on contribue beaucoup à l'ouverture des centres en ligne, aujourd'hui, à la vaccination des libéraux, bien sûr. Et on voit bien que l'envie de se faire vacciner, elle est présente dans la population. Donc le facteur limitant, c'est vraiment la disponibilité du vaccin. Après, sur la seconde question, je crois que cette crise, elle nous a appris quelque chose, c'est l'humilité. À la fois l'humilité et la nécessité de résister dans nos fonctions de dirigeants. Moi, c'est quelque chose point sur lequel j'essaie de veiller, à une société de plus en plus hystérique. C'est-à-dire qu'au fond, on était déjà dans une société où on ne sait plus ce qui s'est passé la semaine qui précède. On a plus de recul, ça c'est pas fondamentalement nouveau. Et on voit qu'on a basculé dans un univers où effectivement on est soumis à des espaces qui durent 24, 48 heures et qui fondamentalement ne doivent pas biaiser notre analyse et notre capacité à prendre des décisions, puisque c'est ça l'objet de l'émission. Et je pense que cet exercice de recul, il est vraiment très important. Et du coup, ça change le regard sur les décisions prises, parce que les décisions prises, elles sont diablement difficiles à prendre dans un contexte qui n'a jamais été aussi incertain. Je ne voudrais pas vous interroger, pardon, sur oui, tout le monde va pouvoir intervenir presque à la fin de notre émission, mais je ne veux pas vous dire quel sera le monde d'après, tout ça est bien ridicule, mais en revanche, je voudrais vous demander, vu de votre point de vue, les médecins d'un côté, les directeurs d'établissement, j'y associe évidemment Dominique Meigne, qu'est-ce qui va changer dans l'organisation des disciplines?
peut-être d'ailleurs du système de santé, mais surtout le poids des urgences, de la réanimation. Qu'est-ce qui va changer dans la formation? Qu'est-ce qui devrait changer dans la formation des médecins? Ça, c'est en particulier pour les universitaires. Et puis, on a quand même, on ne peut pas le nier, on a essayé de réduire le poids de l'hôpital, le nombre de lits, etc. pendant des années. Est-ce que cela doit changer, va changer? Est-ce que vous parlez d'humilité? Est-ce qu'on va totalement essayer de transformer ces politiques? Qui veut commencer? Peut-être vous, Jean-Daniel Lelièvre? Oui, alors juste très rapidement au départ sur l'optimisme sur la vaccination, moi serais quand même un tout petit peu moins optimiste que vous parce que les gens qui veulent se faire vacciner, ça fait partie des gens qui ont envie de se faire vacciner globalement. On voit quand même sur les chiffres qui sont annoncés que très peu de personnel non médical est vacciné. C'est le personnel qui est au contact des soignants et on voit de plus en plus de cas d'infection Covid nosocomiale. Donc il reste un vrai problème autour de la vaccination. Pour l'évolution demain, évidemment. Vous deviez nous dire un petit mot sur Astra, hein, vous ne l'avez pas dit. Oui, alors, ça va être très compliqué de parler d'Astra parce que pour moi, c'est une problématique de communication qui a été mauvaise dès le départ et où on a fait de la communication autour d'un vaccin sans communiquer auprès des scientifiques, sans donner toutes les informations aux scientifiques pour qu'ils puissent ensuite les retranscrire à l'ensemble de la population, ce qui a été très confusiogène, qui a été très anxiogène, et maintenant c'est très compliqué. Il y a effectivement un signal avec ce vaccin, notamment sur les populations les plus jeunes, qui ne doit pas être négligé et qui doit être pris en compte et qui a été pris en compte par la Haute Autorité de Santé. Pour autant, à l'heure actuelle, ça reste un vaccin, une arme indispensable pour se battre contre cette maladie, mais la manière dont on a géré la communication et l'ensemble des acteurs ont été responsables fait qu'on a créé une défiance complète pour ce vaccin, et ce qui est une vraie problématique parce qu'il y a une perte de gens qui devraient se faire vacciner, qui ne se font pas vacciner, et on a vu ça notamment dans les Hauts-de-France. Ensuite, on ne va pas entrer, je pense, dans les détails de ce qui se passe avec le vaccin AstraZeneca. Pour ce qui va se passer demain, je pense que cette crise va quand même nous faire réfléchir, en tout cas je pense nous faire réfléchir sur l'organisation et les manques criants qu'il y a en termes de lits et surtout de flexibilité de lits au sein de l'hôpital. On voit que dans des crises comme ça, on a besoin tout d'un coup de plus de lits, et donc on doit avoir cette possibilité de ne pas toujours être ric-rac et de se dire qu'à un instant T, on est à 100 lits, et ben demain on peut passer à 120, on ne va pas rester tout le temps à 120, il faut qu'on ait cette disponibilité si on pense que la santé est quelque chose d'important. Et d'un point de vue très personnel, et ben on voit bien la problématique de la recherche vaccinale en France et en Europe, et on voit bien l'importance que la vaccination revêtent dans la défense contre les maladies infectieuses. Et bien, il faut qu'on prenne ça en considération et qu'on mette beaucoup plus d'argent et de moyens que l'on en met actuellement dans ce domaine. Karine Lacombe, sur vos spécialités, notamment leur devenir. On disait à un moment que finalement, les services d'infectiologie, bon, ce n'était pas si indispensable. Il y avait de moins en moins d'infections, alors à part des infections terribles qui apparaissaient de temps en temps. Enfin là, maintenant, on a pris conscience d'une réalité bien différente. Qu'est-ce que vous nous diriez sur ce point? Enfin, je sais pas où vous êtes allé chercher l'idée qu'un jour on a pu dire que l'infectiologie allait disparaître. La preuve, c'est que depuis 2017, on a un diplôme d'études spécialisées en maladies infectieuses qui n'existait pas auparavant puisqu'on n'était qu'un diplôme complémentaire. Donc c'est bien que l'infectiologie a gagné vraiment toutes ses lettres de noblesse. Et d'ailleurs, on est peu d'infectiologues, donc on est une denrée rare et précieuse. Non, moi je pense que ce qu'on a appris pendant cette crise, c'est que on avait, alors ça Jean-Daniel l'a bien dit, hein, qu'il fallait garder cette capacité d'adaptation et de pouvoir se déployer et revenir à un nombre de lits moins important quand les épisodes de crise sont passés. Ce que ça nous a aussi montré, c'est que le personnel paramédical était absolument
sous-payé par rapport à ce qu'on lui demande de produire, et que si on a eu une hémorragie aussi importante de PNM, que ce soit infirmiers, infirmières ou aides-soignants, aides-soignantes, et ben c'est parce que on leur a demandé de se mobiliser énormément dans un temps très court, et que finalement, ce qu'ils en tirent, en tout cas dans le secteur public, ce qu'ils en tirent en termes de rémunération, n'est pas à la hauteur des enjeux auxquels ils ont été confrontés. Donc on voit que le Ségur n'était pas inutile et il faudra probablement aller au-delà. Ensuite, je pense que ça remet aussi en cause le modèle d'hôpital-entreprise, parce qu'on a vu également que quand on ouvrait les vannes et que l'on avait qu'on nous donnait la capacité de travailler en collaboration totale avec les services administratifs, on pouvait faire des grandes choses, parce qu'on peut quand même dire que pendant la première vague, on a fait dans beaucoup de situations des miracles en très peu de temps. Donc il faut en tirer les leçons. Et puis, de façon plus globale, c'est évident que, alors qu'on pensait avoir un plan de réponse aux pandémies de virus respiratoires comme la grippe, en fait, on n'avait pas de plan qui était pleinement efficace. Et donc, ça va être une des priorités à venir pour le ministère de la Santé, je pense. Merci Karine Lacombe, Michael Galli et Philippe El-Saïr, alors notamment sur cette remise en cause de l'hôpital entreprise, mais aussi de la fermeture d'hôpitaux ou au moins de lits. La première chose que je voudrais dire, c'est que cette crise du Covid, et ça a été souligné juste avant moi, a démontré que l'hôpital public a été, et il est toujours, à la hauteur de la mission que la nation lui a confiée. Je crois que c'est important de le préciser. Ensuite, cette situation sanitaire soulève un certain nombre de questions. Des questions, par exemple, architecturales, sur la nécessité de construire ou rénover nos établissements pour avoir un maximum de chambres à un lit. La question également de cette capacité d'étendre et donc de créer rapidement des lits complémentaires. Donc cette agilité dans nos organisations pour avoir cette capacité de déploiement supplémentaire de lits, mais évidemment de ressources humaines en particulier. Et là, les hôpitaux publics ont fait preuve d'ingéniosité en matière de formation, d'adaptation rapide de nos équipes, de nos professionnels, pour accompagner les transformations de nos établissements de santé. Je crois également que cette crise sanitaire posera des questions de doctrine sur la manière de gérer les stocks. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Peut-être également des questions qui sont des questions que pour le pays, voire pour l'Union européenne, de capacité d'avoir en son sein de la production stratégique. On a parlé de vaccins, on peut parler d'équipements de protection individuelle. C'est probablement des leçons qui sortiront de cette crise ou des réflexions. De manière collective, l'importance de la prévention, l'importance des politiques de santé publique, qui vont également probablement irriguer notre réflexion, et puis ces différentes complémentarités entre les acteurs de ville, l'hôpital public, le secteur privé, qui sont sortis ou renforcés, je l'espère en tout cas, de cette crise sanitaire. Et enfin, l'enjeu de la recherche, parce qu'on voit bien que la vaccination est le vecteur qui va nous faire sortir de cette crise mondiale. Et il est important qu'en matière de recherche, la France, qui a d'excellents chercheurs, puisse là aussi réfléchir à la manière dont ce dispositif s'est traduit pendant cette crise sanitaire pour sans cesse contribuer à l'améliorer davantage. Alors, que nous dit, pour conclure et terminer, Philippe El-Saïr? Alors, je trouve que Michael Galli, fort bien et brillamment, parle de l'hôpital public. Est-ce que vous n'auriez pas pu y associer aussi, enfin, est-ce que vous, Philippe El-Saïr, vous n'y associeriez pas non plus les collègues, confrères et consoeurs du privé dans cette affaire? Je crois que tous les hospitaliers en général ont... Restez près du micro, restez bien dans l'écran, Philippe El-Saïr, parce que vous bougez, vous voyez disparaître. Oui, je disais que ça a été dit, je pense qu'on a eu, après un petit moment de réglage au printemps, on a eu une coopération publique-privée qui a été très bonne et je pourrais saluer.
Après, ce qui est frappant, c'est que finalement, jamais l'hôpital n'avait été autant au premier plan. C'est la première crise historique, en tout cas de l'histoire moderne, où le monde hospitalier est au premier plan de cette façon. L'hôpital a toujours joué un rôle important en période de paix, en période de guerre, mais de cette façon jamais. Deuxièmement, ce qui est clair, c'est que l'hôpital est quand même le service public. Je pense qu'il faut l'assumer parce que le service public avait les services de réanimation les plus puissants et les plus nombreux, a été le bouclier sanitaire du pays et ça a été un bouclier qui a tenu en France. Et c'est quelque chose qui est salué, qui est remarqué, qui est tout à fait reconnu. Et je pense qu'il en restera quelque chose au plan politique, puisque on va enchaîner après l'été sur une échéance présidentielle. Je pense que évidemment cet événement, ce moment historique considérable, il va peser et que sans doute on va vers des choix qui seront favorables à l'hôpital public plus que sur les 10 ou les 15 dernières années. Ensuite, sur des questions il y a des tas de questions précises qui vont se poser, ça a été dit, Michael l'a dit. Sur la question des lits, c'est vrai que le sujet, on regardera probablement pas le sujet de la même façon. On ne peut pas mettre un pays sous cloche ou sous clé parce que au bout de la chaîne, à un moment donné, on a des établissements qui manquent de lits. Donc c'est cette dimension de l'hôpital amortisseur de crise, ce sujet des lits de réserve, des lits de crise à ouvrir dans des périodes de ce type va probablement, et c'est déjà le cas dans les annonces du ministre, infléchir les choses. On termine, on conclut notre rencontre. Merci beaucoup avec Jean Sibilia et Dominique Meigne. Alors, communication, information, formation, nos amis ont dit que c'est ceux qui comptaient. Parfois d'ailleurs, c'est ceux qui comptaient parce que ça n'était pas assez bien fait. Alors nous, on a l'ambition de faire de la formation un peu, et puis de faire de la communication certainement, de faire de l'information en tout cas. Hésiter, c'est prendre une décision. Est-ce que vous pourriez retenir ça, Dominique et Jean, comme idée générale? Dominique, Ouais, à toi d'abord. hésiter, prendre une décision et c'est assumer qu'on hésite, hein. Et je crois que les décideurs publics, on reviendra là-dessus, l'ont montré avec toutes les nuances de gris. Et certains ont assumé au plus haut niveau de l'État, le président, les deux premiers ministres qui ont géré la crise ont assumé le fait d'hésiter. Et ça, c'est nouveau dans la décision publique et je crois qu'il faut le mettre à leur actif. Puisqu'on est, on est dans la conclusion, j'étais frappé par la convergence des analyses, notamment des deux directeurs et aussi des médecins sur le fait qu'il y aura quand même une réflexion à avoir sur le capacitaire, c'est le terme technique qu'on emploie, pour tout ce qui est devenu aujourd'hui les soins critiques. Même s'il faut éviter les conclusions hâtives, il y a une mission de l'IGAS qui part aujourd'hui sur la problématique des soins critiques dans notre pays. On a certainement insuffisamment pris en compte la dimension de ce secteur, regroupant la réanimation, la surveillance continue, les unités spécialisées. On l'a insuffisamment pris en compte dans les schémas d'organisation de ces 10 dernières années. Et pour être peut-être un peu rapide et faire très court, je suis totalement d'accord avec Philippe El-Saïr quand il dit qu'on ne peut pas gérer la crise sur un nombre de lits de réanimation dont on voit bien que même s'il n'est pas au niveau aussi faible qu'on le dit, il a un écart avec des pays comparables qui font peut-être justement la différence qui nous permettrait d'avoir la variable d'ajustement nous garantissant une plus grande souplesse. Au-delà, on voit bien que ça va être la plasticité, la fluidité, et pas uniquement architecturale, également des organisations médicales, qui sera demain à l'agenda de la reconstruction. Ça va nous faire du travail pour l'UC2M dans les mois à venir. Jean, je pense qu'il y a un dernier mot, peut-être un petit mot complémentaire. Un petit mot complémentaire des interventions qui ont lieu. Je pense que la décision, c'est emporter la confiance. Et ce qu'on a vu
on a vu un paradoxe assez étonnant. C'est une confiance incroyable dans l'hôpital public, les soignants et le système de santé. En même temps, une défiance incroyable, une défiance vis-à-vis de la science, de l'innovation, une absence de culture scientifique qui s'est manifestée dans des débats, et Karine pourrait en témoigner, assez ésotériques, où on a évalué des médicaments avec quelques malades sans groupe contrôle. Donc il y avait vraiment ce paradoxe assez incroyable de cette confiance naturelle dans notre système de santé, dans ses soignants et ses scientifiques, et une inculture ou une inculture scientifique. Et je pense qu'il y a un vrai travail de confiance. Il n'y a pas que le soin, mais alors évidemment j'ai ma casquette un peu de doyen, de formateur et de chercheur, mais je crois qu'il y a une reconquête de la confiance aussi. Il faut que les directeurs d'établissement, je sais que mon directeur nous accompagnera là-dedans, mais les DG de CHU et tous les autres doivent se dire qu'il y a le soin, il y a les réanimations, mais il y a tout un travail de fond dans notre société, des plus jeunes aux plus vieux, reconquérir la confiance dans l'innovation, dans la science, dans la parole de l'expert, que tout le monde n'est pas expert de tout, mais que dans le domaine de la santé, il y a des vrais experts. C'est un travail de fond et on doit lier, et moi j'y crois profondément, soins, formation, recherche, hein, c'est un peu mon credo. Moi je continue à croire que c'est vraiment la sortie. C'est pas le monde de demain, ça n'existe pas, mais en fait le système, l'organisation de demain, c'est probablement celui-là. Voilà, alors merci beaucoup. Alors on remercie avec Dominique Meigne et Jean Sibilia, nous remercions nos amis qui sont venus dialoguer pendant 1 heure avec nous, Karine Lacombe, Philippe Elsaïr, Jean-Daniel Lelièvre et Michael Galli. Merci beaucoup de vous être prêtés à nos questions. La prochaine émission, mercredi donc prochain, sera sur la naissance à l'heure du Covid, un baby crash, point d'interrogation. Et la suivante, dans le désordre, je ne sais pas, peut-on encore avoir un cancer à l'heure du Covid? Il y a un peu de provocation. Je remercie tout particulièrement les équipes de l'UC2M et en particulier Françoise Millet, Victoire Morel, Nicolas Merlet, notre réalisateur Olivier Madard. Merci beaucoup et donc, je vous le dis dès maintenant, à mercredi, même lieu, même heure. Merci à celles et ceux qui nous ont regardés et toutes les questions qui ont été posées. Je crois qu'on a été à peu près le bon interprète. Merci.